notre première présentatrice de la journée, Ève Charbonneau, étudiante au doctorat en biomécanique. Alors, bonjour à tous, je suis bien contente de pouvoir débuter cette journée de présentation ici aujourd'hui avec vous. Donc, je vais vous présenter un survol du projet qui a mené à l'élaboration d'un outil d'aide au choix de techniques personnalisées pour les entraîneurs de trampoline. Donc, la problématique sur le terrain, c'est que la biomécanique des saltos ouvriers est vraiment complexe pour les entraîneurs. Donc, c'est difficile pour eux d'imaginer de nouvelles techniques acrobatiques. Malheureusement, l'essai-erreur est impossible dans ce contexte-ci parce que ça comporterait trop de risques de blessures pour les athlètes. Donc, on a besoin de nouvelles techniques pour pouvoir trouver des stratégies de vrille qui soient à la fois innovantes, mais aussi sécuritaires pour les athlètes. Donc, dans ce contexte, la simulation prédictive apparaît comme une bonne alternative parce qu'elle permet de générer par simulation numérique des nouvelles techniques qui soient sécuritaires pour les athlètes. Donc, la méthode qu'on va utiliser, ça s'appelle la commande optimale. On va chercher la meilleure commande qui va permettre de minimiser une fonction objectif. On peut penser, par exemple, à une voiture qui devrait parcourir une trajectoire, puis on aurait comme contrôle appuyé sur l'accélérateur. Ici, on pourrait vouloir, par exemple, minimiser le nombre d'essence qu'on veut dépenser pour parcourir la trajectoire et minimiser le temps pour parcourir la trajectoire. Si on revient ici à notre contexte plus précis, on veut maintenant optimiser des acrobaties. Et donc, notre modèle, ça va être un modèle polyarticulé avec des segments rigides, donc par exemple les bras et le tronc. Puis, on va placer des petits moteurs virtuels à chacune des articulations, puis on va chercher la meilleure commande pour maximiser un critère de performance. Donc ici, la performance, ça pourrait être de maximiser le nombre de vrilles, de minimiser les efforts ou minimiser la trajectoire des bras, par exemple. Donc ici, vous avez un exemple de stratégie optimale, puis le but était de maximiser le nombre de vrilles. Donc, lorsqu'on a eu des techniques optimales sur lesquelles on était satisfait, on les a présentées aux entraîneurs. On était super enthousiastes de toutes les retombées que ces optimisations-là pouvaient avoir sur le sport. Par contre, comme vous pouvez l'imaginer, les entraîneurs ont plutôt vu toutes les lacunes que nos simulations contenaient. Donc, ils ont vu, par exemple, que les segments des athlètes pouvaient se transpercer, qu'on ne considérait pas l'anthropométrie de chacun des athlètes, qu'on ne considérait pas les besoins visuels des athlètes durant l'exécution des acrobaties et qu'on n'avait pas une colonne vertébrale, donc on avait un seul segment rigide au niveau du thorax. Donc, malheureusement, on est retourné à la planche à dessin et on a essayé d'adresser chacune des critiques qu'ils nous ont adressées. Donc, premièrement, pour la non-collision, on a encapsulé chacun des segments. Donc, ici, vous avez le tronc, les deux bras et les deux jambes ensemble. On les a encapsulés dans un sphéro-cylindre, puis on a ajouté une contrainte pour empêcher chacune des capsules de s'entrechoquer les unes avec les autres. Donc, à l'aide de cette contrainte, on a généré des acrobaties qui comportaient deux phases. Donc, premièrement, une phase de vrille, puis ensuite une phase de prise de la position carpée, donc où l'athlète passe de la position tendue à carpée. Puis, on a généré des acrobaties pour 1, 2 et 3 vrilles. Puis, le but était de minimiser la durée de l'acrobatie, donc de minimiser le temps que ça prend pour compléter la vrille et la prise de la position carpée. À l'aide des simulations qu'on a pu générer avec ce problème de contrôle optimal-là, on a pu élaborer des principes génériques d'entraînement qui ont pu être utilisés par les athlètes. Donc ici, vous avez un exemple. Donc, ça serait l'utilisation du cercle de hanche. Donc, vous allez voir ici que l'athlète va démarrer dans une position un peu carpée. Elle va pousser ses jambes sur le côté puis vers l'arrière, donc vraiment faire un mouvement circulaire avec ses jambes. Donc, tout d'abord, elle part dans une posture un peu carpée vers l'avant. Ensuite, elle va pousser ses jambes sur le côté ici, puis derrière elle, donc dans un mouvement bien circulaire. On a réussi à avoir une amélioration de sa technique en l'espace d'un entraînement. Seulement en lui demandant d'utiliser le cercle de hanche, on a réussi à avoir une accélération de sa vitesse de vrille, donc qui va lui permettre de perdre moins de points en compétition. Un deuxième retombée sportive qu'on avait avec ce projet, c'était au niveau de la stabilité après la phase de vrille. Donc, les athlètes vont faire une phase de vrille, puis ensuite, ils vont prendre le carpé. Ils vont avoir une phase qui va être seulement en salto, donc on peut seulement avoir des rotations sur l'axe transverse. Donc, vous allez voir sur la simulation ici que si on ne fait pas attention, on va plutôt se retrouver avec une phase de rotation sur tous les axes à la fois. Puis ça serait vraiment synonyme d'une instabilité pour les athlètes, donc ce n'est pas ça du tout qu'on veut. Donc, vous allez voir ici encore une fois une intervention à l'intérieur d'un entraînement. Donc, premièrement, à gauche, vous avez la technique de l'athlète où vous allez voir qu'il y a une oscillation sur l'axe de vrille avant la prise de la position carpée. Donc, ici, on a une oscillation, puis ensuite, on arrive à la position carpée.
À l'inverse, on va avoir maintenant, après notre intervention, donc on va demander à l'athlète d'utiliser ses bras pour retirer le tilt et donc regagner en stabilité, puis avoir une rotation seulement sur l'axe de salto. Donc ici, vous avez le mouvement des bras et la stabilité dans l'axe de salto. Donc vous voyez que la rotation était vraiment seulement vers nous. Donc maintenant qu'on a pu ajouter la contrainte de nos collisions, on va maintenant passer à la vision, qui était la plus grande critique que les entraîneurs avaient envers nos simulations originales. Donc, la première étape pour ça, c'est de connaître les stratégies visuelles qui sont utilisées par les athlètes durant l'exécution des acrobaties. Donc, on a utilisé un eye tracker portatif et des centrales inertielles pour pouvoir mesurer leur stratégie visuelle. Puis, ce qu'on obtient, c'est que globalement, ils utilisent toujours la même séquence de stratégies visuelles. Puis, on a pu traduire ces stratégies visuelles-là en termes d'objectifs pour les inclure dans le contrôle optimal. Donc, maintenant qu'on va avoir des critères de vision, on va nécessairement avoir besoin de 2 degrés de liberté supplémentaires au cou, puis de 2 degrés de liberté supplémentaires au niveau des yeux, qui vont contrôler un cône de vision. Le challenge auquel on fait face lorsqu'on ajoute les critères de vision, c'est que quand on ajoute différents objectifs dans un problème de contrôle optimal, il faut déterminer le poids qu'on accorde à chacun de ces objectifs-là. Donc, est-ce qu'on veut, par exemple, minimiser plus la cinématique, donc être plus proche d'une technique qui respecte les règlements, ou est-ce qu'on veut plutôt maximiser la vision pour avoir une acrobatie qui soit plus sécuritaire pour les athlètes? Donc, il faut vraiment faire attention au poids qu'on choisit pour les différents objectifs parce que ces deux types d'objectifs sont en contradiction les uns avec les autres. Donc, ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a fait varier ces différents poids-là, puis on a généré des animations. On a également généré des animations d'une technique d'un athlète, puis on a présenté ça à 4 entraîneurs et 2 juges pour avoir leur rétroaction. Puis généralement, on avait une quand même assez bonne acceptabilité des techniques. Donc ici, vous avez un exemple. À droite, en rouge, vous allez avoir les techniques avec les critères de vision. Puis en bleu, vous allez avoir sans les critères de vision. Puis je vous invite à regarder vraiment la technique du coup qui est différente entre les deux stratégies. Donc ici, on a vraiment une fixation du regard sur la toile du trampoline avec le cône de vision. Donc maintenant qu'on a pu adresser la critique au niveau de la vision, on va maintenant passer à l'anthropométrie. Donc, pour ça, on a mesuré les paramètres inertiels de 18 athlètes de différents sports acrobatiques, puis on s'est assuré d'avoir un large éventail d'anthropométrie au sein de ces athlètes-là. On a créé leur modèle à l'aide du modèle géométrique de Yeadon. Puis, on a créé pour tous ces modèles-là la même acrobatie. Puis, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a vraiment une différence entre les stratégies qui ont été utilisées en fonction de l'anthropométrie et que même lorsque la même stratégie est utilisée, elle va être utilisée avec une différente amplitude selon l'anthropométrie de l'athlète. Ensuite, une des retombées de cette étude, c'est l'introduction de la métrique qu'on a appelée le potentiel de vrille et qui peut être utilisée par les entraîneurs lors du choix des techniques acrobatiques puisqu'on a corrélé cette métrique avec la complexité de la technique acrobatique à utiliser. Donc, les athlètes qui ont un fort potentiel de vrille peuvent se permettre d'utiliser moins de mouvements de leurs membres pour arriver au même résultat en termes de vrille. Et maintenant, on va s'attarder à la colonne vertébrale pour terminer. Donc, on a utilisé la dynamique en base flottante. On a séparé la colonne vertébrale en 5 segments rigides qui étaient chacun pilotés par 3 rotations chacune. Puis, on s'est assuré que l'accélération des différents segments était similaire les unes par rapport aux autres pour avoir vraiment une cambrure de la colonne vertébrale plutôt qu'un zigzag entre les différentes vertèbres. Donc, maintenant, on était plutôt satisfait parce qu'on a réussi à adresser chacune des critiques qui avaient été élaborées par les entraîneurs. Au cours du parcours, on a réussi à élaborer aussi des principes génériques d'entraînement qui ont pu être utilisés par les entraîneurs et qui ont même été confirmés par différentes études de cas. Par contre, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que les retombées de ce projet-là se poursuivent au-delà de notre contribution au projet. Donc, pour ça, ce qu'on veut faire, c'est créer une interface utilisateur pour que les entraîneurs puissent créer à leurs besoins des stratégies optimales selon leurs athlètes et l'acrobatie qu'on veut générer. Donc, la première étape pour ça, ça va être de créer des modèles. Donc, pour l'instant, quand je vous ai parlé qu'on avait créé des modèles avec le modèle géométrique de Yeadon, ça nécessite de prendre plusieurs mesures, donc 95 mesures sur le corps des athlètes, puis ça nécessite de savoir comment prendre les mesures, évidemment. Puis, c'est un processus qui est quand même complexe et qui prend environ une quarantaine de minutes. Donc, nous, on voulait réduire ça à moins de 5 minutes si possible. Donc, on a généré une application qui prend des photos standardisées qui permettent directement de prendre les mesures sur les photos de la personne. Puis, une fois qu'on a généré
ce modèle-là, on peut directement l'inclure dans notre interface graphique pour les entraîneurs. Donc, on va insérer notre modèle ici pour avoir des stratégies qui soient spécifiques à notre athlète. Ensuite, on peut choisir le nombre de saltos qu'on veut exécuter, ainsi que le nombre de vrilles. On peut aussi choisir la position dans laquelle on veut exécuter l'acrobatie. Donc, ça serait soit en groupé, en carpé ou en tendu. On peut choisir le sens de vrille préféré de l'athlète. Donc, certains athlètes préfèrent vriller vers la droite ou vers la gauche. Donc, on peut l'inclure ici aussi. Et on peut avoir aussi la hauteur des sauts de l'athlète, donc la durée de l'acrobatie à laquelle on s'attend. Et finalement, on peut ajouter tous les différents critères qu'on a parlé précédemment, donc la non-collision, les critères visuels et l'ajout d'une colonne vertébrale. Une fois qu'on décide que c'est l'acrobatie qu'on veut générer, on fait seulement exporter le script. On peut même faire différentes modifications si jamais on veut faire des trucs qui n'étaient pas nécessairement prévus. On peut vraiment, tout est customisable à la volonté des entraîneurs. Et une fois qu'on a exporté, on peut résoudre le problème de contrôle optimal et obtenir des techniques optimales spécifiques à nos besoins et à nos athlètes. Puis, on espère que cet outil-là puisse être utilisé par l'équipe intégrée. Donc, ça peut être utilisé dans une discussion entre les biomécaniciens et les entraîneurs pour aider nos athlètes à obtenir un gain en performance. Donc, ça ressemble à ça ici. J'aimerais remercier mes directeurs et les soutiens financiers. Puis, je suis prête à vos questions, s'il n'y en a pas trop de bruit. Merci beaucoup, Ève. On va passer aux questions dans la salle en premier. Si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main. Je vais me déplacer avec le micro. Donc, elles peuvent être posées en français ou en anglais. Votre question? Oui? OK. Je me demandais, oui, excuse-moi, je vais recommencer. Je me demandais si ça pourrait être quelque chose qui pourrait être transposé dans un autre sport, par exemple au plongeon, qui pourrait être utilisé pour aider. Bien sûr. Là, pour l'instant, les besoins, moi, je travaille vraiment avec trampoline, mais évidemment que ça peut être super facilement transposable vers plongeon. La seule chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir transposer les règles de plongeon vers des contraintes et des objectifs qui soient différents. Mais c'est déjà, ça serait déjà le but idéalement. Allô? Super belle étude. Tu peux m'en dire plus sur les choix de pondération que tu as fait entre la cinématique et la vision? Ça a tendu vers quoi? Puis comment tu as contraint ton cône de vision par rapport au sol? OK. Pour le cône de vision, c'est vraiment seulement un objectif. Donc, le but, si je rentre dans les détails, là, le cône de vision a été discrétisé en différents vecteurs. Puis, on veut avoir le plus de projection de notre vecteur à l'intérieur de la toile de notre trampoline. Donc, ça, c'est la façon d'avoir le cône de vision qui soit le plus possible sur la toile. Puis, au niveau des poids, bien, on a fait différentes pondérations entre 0 et 2. Donc, 1, ça correspondrait à ce que nous, on croyait comme étant une bonne pondération entre les deux, à force d'essais-erreurs seulement. 0 correspondrait à aucun critère de vision, donc il y a seulement des critères cinématiques. Puis ensuite, 2, ça serait vraiment beaucoup de poids sur les critères de vision. On a fait différents poids à l'intérieur entre 0 et 2, puis on a généré les animations pour les présenter aux entraîneurs. Puis c'est eux qui ont décidé, dans le fond, quelle pondération est-ce qu'ils trouvaient qui était la plus appropriée. Oui, je peux le dire. Malheureusement, on s'est rendu compte que les entraîneurs ne savent pas où leurs athlètes regardent durant l'exécution des acrobaties parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont accès lorsqu'ils regardent leurs athlètes. Donc, finalement, ils ont scoré à peu près toutes les optimisations quand même assez similairement. Mais ça reste que les optimisations qu'on a pu faire avaient quand même une très grande acceptabilité par rapport aux techniques que l'athlète faisait. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la salle? J'avais peut-être vu une main levée à l'avant. Merci beaucoup, Ève, pour ce projet proposé, super intéressant. Tu parles de principes génériques proposés aux entraîneurs. Est-ce que tu peux nous donner juste quelques idées concrètes sur quels principes vous avez pu donner aux entraîneurs? Oui, ben en fait, c'est ce que j'ai présenté avec le cercle de jambes puis le regain de la stabilité. Ça serait de ça dont je parlais, mais il y a d'autres principes qui ont été aussi élaborés, mais là, je me suis restreint à 2. Donc, par exemple, il y a aussi l'utilisation du best tilting plane. Donc, lorsqu'on abaisse le bras, généralement, l'instruction qui est donnée par les entraîneurs, c'est de le baisser dans le plan frontal. Mais
6 est correct pour la première vrille parce qu'il n'y a pas encore de rotation. Mais si on est rendu qu'on est déjà en train de tourner, si on veut baisser le bras, il faut plutôt le baisser dans le plan qui est ici. Donc, alors que l'athlète est en train de tourner, il faut abaisser le bras dans ce sens-là. Donc, à la place d'avoir un mouvement qui est seulement dans le plan frontal. Donc, c'est le genre de truc qu'on peut donner aux entraîneurs pour améliorer la performance. Je pense qu'on avait le temps pour une dernière question ou deux. Est-ce qu'on avait une dernière question dans la salle pour Ève? Puis en ligne, est-ce qu'on avait une question pour Ève? Parfait. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec le prochain ou la prochaine. Merci beaucoup, Ève, pour ta présentation.